tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire du District de Nyon. Avant de débuter cette édition du 10 janvier, l'occasion de vous souhaiter de la part de toute la rédaction une excellente année 2019. Au sommaire du jour, des nouvelles du référendum de Prangin après le souhait de la commune de quitter le conseil régional, mais aussi une page consacrée aux lettres avec la librairie nyonnaise Gaspard Le Canard qui ferme définitivement ses portes. Et puis on donnera la parole à l'association Lire et Écrire qui lutte contre l'illettrisme en Suisse. Et en fin d'émission, la bonne idée détox après les fêtes avec le yerba maté. Les Pranginois décideront s'ils veulent ou non rester au sein du conseil régional. Souvenez-vous, le 4 décembre dernier, Prangin décidait de quitter la région de Nyon. Un référendum s'était ensuite constitué. La récolte des signatures nécessaires devrait arriver prochainement à ses fins. Quant au scrutin, il devrait avoir lieu au mois de mars. Le comité référendaire souhaite entamer la campagne entre Pranginois et en toute intimité. Une prise de position que la région de Nyon pense comprendre. Oui, la population de Prangin devra dire dans les urnes si elle souhaite que son village quitte la plateforme du conseil régional du district de Nyon, telle que votée par le conseil communal le 4 décembre dernier. Dans la foulée de cette décision, un comité référendaire s'était constitué pour contrer ce vote. Et à une semaine de la fin du délai pour la récolte des signatures, les 410 paraphes attendus ont été transmis aux autorités pour vérification. On peut dire qu'on est au bout virtuellement. On a 330 signatures validées, 120 qui sont en cours de validation et en plus d'une centaine qui sont dans les différents dossiers du comité référendaire. Alors on a pensé au début que ce serait compliqué du fait que c'était l'hiver, que c'est l'hiver, que c'est le Noël, que les gens ne sont pas là. En fait, ça a été très simple. Les gens sont très réceptifs. On a eu beaucoup de succès déjà le premier jour à la fête de Noël. Et ensuite, à la déchetterie, on a pu collecter énormément de signatures et plus récemment aussi devant la boulangerie. Dans quelques jours, la préfecture communiquera la date du scrutin, probablement le dimanche 17 mars. Reste à savoir comment le comité référendaire voudra agir et s'il souhaite l'aide du conseil régional. Si possible, pas. On pense que juste avant la votation, ou le vote plutôt au conseil communal le 4 décembre, l'intervention du conseil régional a été plutôt malheureuse. Elle a braqué passablement de conseillers communaux qui, indécis avant cette intervention, ont plutôt basculé dans le camp du oui au préavis, c'est-à-dire de la sortie de la région. En somme, les Pranginois veulent régler cette question entre Pranginois. Exactement, c'est une affaire pranginoise, c'est les habitants de Prangin, c'est le vœu du comité référendaire. Les habitants de Prangin doivent pouvoir en toute autonomie se prononcer sur le fait d'être dans la région ou pas. Du côté du conseil régional, il faudra donc agir avec finesse, ne pas manquer une opportunité unique de communiquer sur les bienfaits de la plateforme intercommunale, sans toutefois donner aux habitants de Prangin le sentiment d'une ingérence. Un exercice d'équilibriste. Alors, pour la région, le respect de la démocratie, c'est un point absolument essentiel, et le respect de la démocratie dans chacune des communes. Donc, à ce niveau-là, il est clair que nous sommes à disposition de la population pranginoise pour pouvoir les informer. Pour le reste, juste dire que la région va mener une opération de communication, mais qui est pour toute la région, qui est pour chacune des 40 et quelques communes qui composent cette région, à travers un forum qui aura lieu à Glon le 13 février à 17h et qui permettra d'aborder des thèmes tels que l'organisation, l'attente des communes, les priorités au niveau de notre région. Notons encore qu'un comité contre-référendaire, composé essentiellement des membres du conseil communal qui ont voté la sortie de Région de Nyon, est en cours de constitution et communiquera prochainement sur nos antennes. Dans le cadre de sa traditionnelle action de Noël, la SEIC et ses clients ont décidé de soutenir Lire et Écrire, une association qui lutte contre l'illettrisme en Suisse. 7 personnes pourront bénéficier d'un cours annuel en 2019 dans le district. On en parle avec vous, Sarah Blazer. Vous êtes responsable régionale pour Lire et Écrire la Côte. J'aimerais commencer cette discussion. Tout simplement, expliquez-nous, l'illettrisme, c'est quoi précisément ? Tout d'abord, je souhaite remercier la SEIC et puis ses clients qui ont voté pour nous et qui ont décidé de soutenir notre action. L'illettrisme n'est pas à confondre avec l'analphabétisme.
Donc l'analphabétisme, c'est une personne qui n'a pas été scolarisée et donc qui n'arrive pas à déchiffrer les lettres. Une personne en situation d'illettrisme, au contraire, c'est une personne qui a été en tout cas un peu scolarisée ou qui a même des fois terminé sa scolarité, qui donc arrive tout à fait à déchiffrer les lettres, même les syllabes, même les mots, mais qui n'a pas une compétence nécessaire de la lecture et de l'écriture pour être autonome dans sa vie de tous les jours, que ce soit sur un plan social ou professionnel. Il y a, si je vous comprends, plusieurs formes d'illettrisme. Oui, exactement. Donc, on parle en fait de niveau de littératie. Et puis, il y a 5 niveaux. Donc, on parle du niveau 1 et du niveau 5. Le niveau 3, ce serait le niveau avec lequel on peut être autonome dans sa vie sociale et professionnelle. Une personne en situation d'illettrisme se trouve entre le niveau 1 et 2. Donc, voilà, il y a différents niveaux et pas tous nos apprenants ont les mêmes compétences en lecture et en écriture. Sur votre site internet, on peut lire qu'en Suisse, environ 800 000 personnes sont concernées. Comment on explique qu'aujourd'hui encore, lire et écrire soit un droit à défendre en Suisse ? Oui, c'est vrai que c'est des chiffres qui étonnent et puis qui sont choquants. On parle en effet d'une personne sur 6. Il faut comprendre qu'en fait, le niveau des compétences de base, donc ce que la société demande en compétences en lecture, en écriture, mais aussi en calcul, et puis maintenant on parle aussi des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, donc savoir utiliser un ordinateur ou un iPhone, sont donc en sorte augmentation. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un agriculteur dans les années 50, peut-être il aura pu faire son métier toute sa vie sans avoir besoin d'avoir des compétences en lecture et écriture très poussées. Mais maintenant, un agriculteur en 2018, étant donné qu'il doit répondre des formulaires pour la Confédération, notamment pour les subventions, va être obligé de se confronter à l'ordinateur, à la lecture, à l'écriture. On peut aussi penser à tous les courriers qu'on reçoit de l'administration pour répondre à sa déclaration d'impôt. Enfin voilà, toutes les informations qu'on reçoit. Donc en fait, il y a une augmentation du compétence de base pour pouvoir fonctionner dans la société, ce qui fait que si on augmente ce niveau de compétences de base et d'exigence, exactement. Ouais. Oui. Est-ce que donc les conditions et les exigences qui augmentent, mais est-ce qu'il y a aussi, on peut lire au fait sur le site qu'il y a une raison outre, c'est aussi le niveau de pauvreté en Suisse. Oui. Le niveau de pauvreté qui, dans quel sens? Le fait d'être... c'est vrai qu'alors, Aujourd'hui, comment on explique tout simplement que voilà, les personnes, les écoliers vont à l'école, ils sortent de l'école et ils n'ont pas les bases nécessaires qu'il faut pour la vie? Oui, alors en effet, c'est relié à la pauvreté et à la disparité, c'est-à-dire avec, d'un côté, en Suisse, certaines personnes qui ont accès à la formation et puis qui vont pouvoir faire une carrière, et puis de l'autre, des personnes, en effet, qui auront moins d'accès à cette formation. La question de... Est-ce que selon vous, il faudrait justement une formation continuelle au cours de la vie, tout au long, pour continuer à toujours mieux lire, mieux écrire? Oui, alors c'est ce que défend l'association Lire et Écrire, c'est l'accès aux compétences de base tout au long de la vie. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui sont très formées ont un accès à la formation continue tout au long de la vie. Par contre, et c'est là que peut-être la question sur la pauvreté venait, les personnes qui sont peu formées sont laissées à la traîne et ont très peu d'accès aux compétences de base tout au long de leur vie. Et puis c'est pour ça que l'association Lire et Écrire lutte, c'est pour qu'on donne aussi l'accès aux compétences de base tout au long de la vie aux personnes qui sont peu formées. Au sein de l'association 6 axes que vous défendez, il y a la prévention, on vient de le dire, mais il y a aussi des cours comme ceux que pourront bénéficier ces 7 personnes. Donc on peut s'inscrire toute l'année pour suivre des cours. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Oui, alors... par rapport aux cours, donc, on peut s'inscrire en effet tout au long de l'année. Lire et Écrire a développé une pédagogie spécifique, qui est une pédagogie individualisée. Donc en fait, les cours sont en tout petit nombre. Chaque classe a entre 5 et 8 apprenants. Et puis, la formatrice va travailler autour des projets spécifiques de l'apprenant.
C'est-à-dire que, par exemple, un apprenant va venir avec un objectif qui pourrait être d'aider ses enfants à les suivre dans leur scolarité. Et puis, la formatrice va travailler là autour. Et donc, ce n'est pas des niveaux, on ne passe pas d'un niveau 1 à un niveau 2, mais on travaille vraiment sur ces objectifs spécifiques. Donc, on a des cours de base en lecture, en écriture. On a sur Nyon un cours spécifique pour les personnes qui sont analphabètes. Et puis, on a aussi un cours de préparation à l'examen théorique du permis de conduire. On voyait que c'était souvent une demande de nos apprenants, c'est de passer l'examen du permis de conduire. C'est souvent en fait associé à un autre besoin, un besoin qui pourrait nous intégrer dans la société encore plus. Exactement. Ouais. L'idée, c'est pas de dire qu'on va tout savoir en lecture, en écriture et combler tous les manques, mais c'est bien de dire, on a besoin d'être autonome et donc on va venir combler là où les manques, là où on a besoin d'être autonome. Et donc, en effet, c'est individualisé. À l'inverse, si on souhaite devenir membre de l'association et apporter un coup de main, comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a un site internet ? Oui, vous pouvez visiter notre site internet et devenir membre aussi en tout temps. Vous pouvez aussi nous contacter pour être bénévole si vous voulez donner un peu de votre temps. On a des bénévoles qui font des appuis à la lecture, qui viennent. Donc tous les cours sont donnés par des formateurs et formatrices qualifiés et salariés, mais il y a des bénévoles qui viennent en soutien pour donner par exemple des appuis à la lecture ou encore qui font des ateliers spécifiques. Au niveau politique, je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire au niveau de la région. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la région, par les politiques, ou c'est encore un travail à faire et un devoir encore à défendre ? Oui, alors je pense qu'il y a toujours des choses à défendre, ça c'est sûr. Par contre, on a des très bonnes collaborations avec les politiques de la région, notamment que ce soit la ville de Nyon avec laquelle on développe plusieurs projets. On a développé tout un projet de prévention avec les accueillantes en milieu familial. Et puis on a aussi des très bonnes collaborations avec les communes du district de Morges. Donc on a des bonnes collaborations et puis ça se passe bien. On se sent soutenus et puis on sent qu'ils entendent les difficultés des personnes en situation d'illettrisme. Sarah Blazer, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci à vous. Bilan positif pour la 3e édition du marché de Noël à Nyon. De quoi réjouir les futures discussions de l'Assemblée générale de la SIC Nyon qui aura lieu à la fin du mois de mars. Dès ce printemps, d'autres événements seront organisés par l'Association des commerçants nyonnais. Positif à 100%. Malgré plusieurs épisodes pluvieux, les commerçants ont réussi à faire leurs chiffres. Tout le monde est content. Oui, tout le monde est content. Tout le monde a joué le jeu malgré la pluie. Je pense que les habitants du district sont demandeurs de ce genre de fête. Et justement, la fête, elle s'est prolongée jusqu'à l'Épiphanie avec la traditionnelle galette qui là aussi a fait le plein de badauds et de personnes qui sont venues participer à cet événement. Oui, effectivement, dimanche, il y a eu la distribution de la galette des rois. Et là, c'était sans entendement. Nous avons distribué 1600 parts de galettes. Une pleine réussite. Est-ce que ça vous donne de l'appétit pour l'année prochaine ? On a entendu dire que le marché de Noël pourrait s'agrandir, aller jusque sur la place du château. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que vous avez déjà des idées pour cette édition 2019 ? Alors je pense que pour 2019, le château, ça ne va pas être possible. La police est encore là sur place. Mais je pense que dans un futur, il y aurait la possibilité d'agrandir le marché jusqu'au château. Autre échéance pour la SIC Nyon, c'est l'Assemblée générale qui aura lieu fin mars avec l'élection du comité de la SIC Nyon. Briguerez-vous à nouveau la présidence de cette association ? Tout dépend si j'obtiens le soutien des commerçants et surtout une aide physique de leur part. Donc c'est conditionné, expliquez-nous exactement ce que vous attendez de ces commerçants. J'attends que tout le monde se manifeste pour donner un peu de son temps, au moins une fois par année, que ce soit un jour par année, 8 heures par année, une semaine par année, parce que nous avons besoin de bénévoles. Pour organiser tout ça, il faut beaucoup de mains. Et ces événements organisés par la SIC Nyon prochainement, ce seront lesquels ? Alors prochainement, nous allons soutenir le festival Vision du Réel. Chaque année, nous leur réservons un bon accueil en décorant nos commerces.
À la suite de ça, nous aurons les fontaines décorées pour la période de Pâques et le marché de printemps qui aura lieu le 8 juin. Et là, nous aurons le plaisir d'accueillir l'interculturel. Donc, nous accueillerons le folklore et les communautés étrangères de Nyon. Une page qui se tourne, Gaspard Le Canard, enseigne nyonnaise incontournable de la région. La littérature jeunesse fermera définitivement ses portes à la fin du mois. Après 11 années d'activité, la créatrice de la librairie indépendante souhaite se tourner vers de nouveaux horizons. Ma foi, c'est les temps qui changent. 11 ans de bonheur, 11 ans de rencontres super à Nyon, 11 ans d'aventures et de rencontres avec des tas de Nyonnais. Il était temps pour moi de partir faire autre chose, continuer mon parcours. Je suis finalement pas libraire à la base et j'ai trouvé personne pour reprendre. Donc le résultat, c'est que je ferme parce que j'ai envie de partir avec des souvenirs magnifiques et positifs et je préfère partir avant. Alors on ferme. Désolée. Partir avant quoi? C'est la fin du commerce de détail, du commerce local ou bien c'est une envie de se renouveler? Moi, personnellement, c'est une envie de me renouveler. Après, je pense pas que le commerce de détail, ce soit sa fin. Je pense qu'on vit une période de transition qui n'est pas forcément facile. Et il aurait fallu une très, très, très grande dose d'énergie renouvelée pour repartir pour un tour et puis vivre cette transition. Et puis, j'avais d'autres envies surtout. Donc, voilà pourquoi. Vous l'avez dit, 11 ans d'aventure. Comment vous avez vu évoluer le comportement d'achat des gens durant plus d'une décennie? Est-ce que le comportement d'achat lui-même a beaucoup changé? Je ne suis pas sûre parce que les gens sont venus chez nous découvrir des petits trésors et les ont toujours trouvés, je pense. Mais certainement un manque de temps croissant chez tout le monde. Donc moins de temps pour choisir, moins de temps pour prendre le temps de regarder avec ses enfants, par exemple. Mais ça, c'est pas seulement pour la librairie, c'est plutôt un effet général. Donc tout est comprimé et puis on conseille aussi beaucoup plus dans moins de temps. C'est peut-être ça qui a évolué le plus, le manque de temps croissant. Et puis aussi, vous avez cherché un repreneur, mais là encore, c'est quand même très spécialisé, la littérature pour enfants, et vous n'avez pas non plus trouvé. Non, j'ai malheureusement pas trouvé. Il y a eu des personnes intéressées qui finalement ont changé d'avis. Je croyais qu'il fallait une personne très très passionnée pour reprendre le flambeau. Ça a failli se faire, mais ça n'a pas été possible. Et puis, ma foi, j'en suis désolée. J'aurais préféré passer mon bébé à quelqu'un d'autre. Mais on part avec des très, très beaux souvenirs. Alors, c'est ça qui compte, je trouve. Et puis, on nous faisant part de cette décision. Vous avez dit, vous vouliez apporter une note quand même positive. Pas de regret, on regarde vers l'avant. Exactement. Moi, j'emporte avec moi tous ces petits lecteurs qui ont commencé à lire avec nous. On avait aussi des lectures pour les bébés de 6 à 12 mois. Ceux-là sont devenus déjà plus grands. Ils sont devenus lecteurs plus ou moins confirmés. D'avoir vu le plaisir de lecture chez plein d'enfants et puis d'avoir rencontré des tas de clients. Certains sont devenus des amis. Ça nous a enrichi à un point. C'est magnifique et c'est ça que je retiens. Au final, quel est le legs de cette institution qui est Gaspard Le Canard, à la communauté nyonnaise? Oui, c'est ça. J'aimerais remercier Nyon et la région. On a eu beaucoup de gens de la région aussi. Et sans cette aventure, je ne me serais jamais intégrée comme ça à Nyon. Merci Nyon. Ouvrez l'œil, dans la région, il est possible de dîner aux côtés de célébrités. En effet, plusieurs restaurants sont régulièrement fréquentés par des personnalités. Un dessert en bonne compagnie, c'est toujours plus gourmand. Un sujet signé Rodolphe Henner. Il est des restaurants où l'on vient tant pour manger que pour voir qui mange à la table d'à côté. De ces restaurants où il n'est pas rare de voir des célébrités. Voilà, Monsieur Platini qui m'adore et je l'adore. Il adore aussi le tartare. Et puis il m'engueule toujours quand il vient parce que cette photo, il dit qu'elle est moche parce qu'il est gros. Mais bon, moi je me trouve assez bien, alors je l'ai gardé, mais il m'engueule toujours. C'est le cas à l'auberge des Platanes de Chezeret, tenue depuis plus de 25 ans par Ivana et José Rodriguez. Nous avons eu beaucoup de chance, tous ces gens qui sont venus chez nous se sont prêtés effectivement au jeu, qu'on se prenne en photo. Et il me semble que c'était un plaisir partagé. Partagé, à n'en pas douter, car de véritables relations se créent parfois. C'est Tsonka qui habite tout près, qui est génial aussi, je l'adore. Je l'adore. Un jour, je vois une grosse Jeep noire qui s'arrête. Et puis il me dit hey,
Ivana. Je dis, mais qui c'est? On voyait avec les vitres français. Mais c'était monsieur Tsonga qui voulait me montrer son bébé, qui était magnifique. Sur les murs du restaurant, on peut également découvrir les photos de Christian Carambeu, David Ginola, Gianluigi Collina, Stan Wawrinka, Ottmar Hitzfeld et Michel Pon, le top modèle Satya Oblet et l'écrivain brésilien Paolo Coelho. Au Profumo d'Italia de Gland aussi, des célébrités s'arrêtent régulièrement. L'humoriste français Pascal Légitimus. C'était pour les soirées de théâtre. On a eu 3-4 soirs au Profumo d'Italia. Le musicien anglais Phil Collins. Cette année, je ne l'ai pas eu, mais chaque année, il est venu 2 fois par rendre visite. Après, on a eu aussi Djibril Cissé l'année passée, le joueur de football. Et là aussi, il s'agit d'histoires d'amitié. Pour le théâtre, donc j'ai un monsieur qui m'apprécie beaucoup, c'est Patrick Messner, pour le théâtre. Après, c'est un peu relation un peu avec les amis de l'UFA, des gens restaurateurs et tout. Bon, ça n'a pas trop les déranger que sur la table, mais à la fin, gentiment, il n'y a pas de problème, sans souci. À la fin du repas. Ils acceptent de poser facilement? Oui, là oui. C'est le Phil Collins, Michael Schumacher. Un nom revient d'ailleurs tout le temps. Michael Schumacher. C'est que l'ancien pilote de Formule 1 avait ses habitudes tant à Gland qu'à Chézeray. C'est spécial, il est arrivé chez nous, moi je ne savais même pas qui c'était. Quelqu'un m'a dit, il y a un monsieur devant la porte de la cuisine qui veut vous parler. Alors moi je sors comme une sauvage parce que c'est la porte qui bascule. Et j'ai failli presque mettre la porte sur la tête de M. Schumacher. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah, c'est lui mon Dieu !» Et lui, il m'a parlé en italien parce qu'à l'époque, il ne parlait pas français. Donc il m'a parlé en italien, il se sentait plus à l'aise. Qu'on ne s'y trompe pas. La meilleure façon de bien recevoir des célébrités, c'est encore de les servir comme monsieur et madame tout le monde. On n'a pas de règle de réception, c'est-à-dire qu'on sert les personnes avec la même aisance qu'on sert n'importe quel autre client. Et ça, je pense que ça fait la différence. Bien sûr, toute la clientèle est importante. Vous savez, ça peut être un ministre, ça peut être un footballeur, ça peut être un directeur d'une multinationale. Mais pas plus tard qu'hier après-midi, j'ai servi le ramoneur. Ce n'est pas péjoratif, mais le ramoneur, il rentre chez nous comme n'importe quelle autre personne. Et c'est peut-être ça un peu notre force. Quant au génial Pierre Richard... Pierre Richard. Bon, je peux vous dire que c'est le moins drôle de tous. Il était tellement sérieux, mais je ne pense pas qu'il était fâché, mais il était tellement sérieux que je me suis sentie coincée. Si vous regardez la photo, je suis là un peu coincée aussi, mais c'est pas qu'il n'est pas sympa, mais il n'est pas rigolo comme dans les films. Voilà, c'est ça. Rago toutou, le rago de mon toutou. J'en suis fou. Après les fêtes et les nombreux repas gargantuesques, nous sommes plusieurs à vouloir perdre les petits kilos en trop. Eh bien, il paraît qu'une solution miracle existe, c'est le yerba maté. On en parle avec vous, Philippe Zimmermann. Vous êtes patron d'une entreprise, d'une PME à Gland, une PME en ligne, yerbamaté.ch. Alors, vous avez apporté beaucoup de yerba maté. On va en parler d'ici quelques instants, mais j'aimerais savoir, Philippe Zimmermann, qu'est-ce qui vous lie finalement à cette boisson? Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Alors, j'ai découvert le maté en voyage, mais contrairement aux habitudes, pas avec un voyage en Amérique du Sud, mais au Proche-Orient, en Liban et en Syrie. Les gens consomment beaucoup de maté là-bas. Parce que c'est une boisson traditionnelle sud-américaine, oui, mais vous l'avez rencontrée ailleurs, c'est ce que vous nous dites. La boisson est d'origine argentine, Paraguay et sud du Brésil. C'est là-bas qu'elle est principalement consommée. Mais pour des raisons historiques, à l'époque de l'Empire ottoman, il y a eu beaucoup de gens qui sont émigrés de la côte méditerranéenne, qui est maintenant le Liban et la Syrie, à destination d'Amérique du Sud. Et ils ont gardé cette habitude et ils l'ont transmise à leur famille qui était restée dans leur pays. Et il existe beaucoup de sortes de yerba maté. Vous nous avez apporté ici un petit échantillon. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a beaucoup de différences dans les différentes sortes. Il y a les origines, qui peuvent déjà changer la façon de préparer le maté, les processus de récolte, les processus de préparation après la récolte. Il y a des phases de mûrissement qui peuvent être plus ou moins longues. Certains matés peuvent être torréfiés comme le café et deviennent à ce moment-là comme celui-là très foncé, donnent des infusions très foncées.
Est-ce qu'on sent la saveur au goût? Est-ce qu'il y a une saveur différente justement? Oui, alors avec la torréfaction, on obtient des notes caramélisées et l'amertume du maté disparaît petit à petit plus le maté est torréfié. Et puis une manière particulière d'en parler, enfin de le boire justement. Là, on a une courge devant nous. Qu'est-ce que ça vient faire justement? Alors, ça c'est une courge butternut de supermarché qu'on trouve ici. C'est pas exactement les mêmes qui sont utilisées pour préparer les récipients, mais elle montre bien comment ça peut être fait. Ce Comment sont on fait des calebasses, comme ici, qui sont faites à partir d'une sorte de courge qui s'appelle justement la calebasse, dont on prend soit la partie haute pour faire ce type de modèle-là, soit la partie basse pour faire des calebasses comme celle-ci. Et puis aujourd'hui, des versions plus récentes en silicone. Des versions très modernes en silicone, comme celle-là ici, avec paille. Est-ce que là, on garde toutes les saveurs ou est-ce que ça change un petit peu parce qu'on n'est plus dans la calebasse et... Voilà, il y a quand même une différence, j'imagine. Il y a une différence dans le sens où la calebasse est un article qui est poreux et qui va conserver le goût. Un petit peu comme avec le thé et les théières, qui rendent les théières en terre cuite qui rendent le goût des thés qui ont été bu précédemment. On obtient la même chose avec les calebasses et pas avec le maté en silicone, bien entendu. J'ai parlé détox tout à l'heure après les fêtes. Quelles sont les vertus miracles de cette boisson? Alors, la vertu essentielle, il y en a deux. L'effet stimulant, qui est dû aussi à la caféine que contient cette plante. Qu'est-ce que c'est dangereux de trop en boire? Pas particulièrement, non. Comme le thé vert ou le thé noir, pas de contre-indication spéciale. Et aujourd'hui, vous bénéficiez d'une pub un peu surprenante, c'est que beaucoup de stars du foot boivent du yerba maté. Pourquoi? Est-ce que c'est justement grâce ou pour cet effet stimulant recherché? Ou est-ce qu'il y a d'autres vertus? Alors, il y a l'effet stimulant essentiellement. C'est une stimulation assez générale qui permet aussi d'aider à la concentration. Et ça, effectivement, la concentration, ça peut être important aussi pour des sportifs de haut niveau. Les étudiants aiment beaucoup ça aussi, pour les périodes d'examen. Philippe Timmerman, vous qui êtes un passionné, j'ai envie de dire, de yerba maté, votre yerba maté préféré à vous, c'est lequel et pourquoi? C'est plutôt les matés d'Argentine, ainsi que certains matés du Paraguay qui ont un goût fumé marqué. J'apprécie beaucoup l'amertume et le goût fumé. Et puis dernière question, si on n'a pas une calebasse à la maison, est-ce qu'on peut quand même tout de même le boire ou est-ce qu'il faut la calebasse? Si j'ai envie de faire du thé maté, j'achète le sachet et je peux en faire chez moi naturellement? La seule chose obligatoire, c'est vraiment le thé. Le reste, c'est plus pour le culte de la chose. On peut le préparer très facilement comme un thé vert, avec un œuf à thé ou une passoire, tout simplement. Philippe Timmerman, merci pour ces précisions et évidemment le yerba maté à acheter au yerbamaté.ch. Merci, bonne suite à vous. Merci à vous. La neige est de retour et donc le mot d'ordre de la police vaudoise cantonale, dégivrer, c'est la nouvelle campagne de prévention à l'intention des usagers de la route et mise en place par la police vaudoise cantonale. Toutes les directives, regardez en images. Rappeler aux usagers de la route qu'ils doivent dégager l'entier des vitres du véhicule, pas uniquement le pare-brise, mais aussi les vitres latérales, la vitre arrière, les plaques, l'éclairage, de façon à diminuer les risques d'accident, avoir une bonne visibilité, d'être vu aussi des autres usagers. C'est important durant cette période et surtout maintenant que la neige arrive enfin. Ça veut dire, si vous devez faire aujourd'hui encore cette prévention, qu'il y a des gens qui osent prendre la route sans voir grand-chose. On constate malheureusement encore des automobilistes qui ne pensent pas ou qui simplement par flemme ne dégagent pas les vitres. Ce que souvent les gens oublient, c'est qu'il faut aussi dégager la neige qui se trouve sur le toit du véhicule. Ça change le comportement du véhicule, ça ajoute du poids supplémentaire et puis en plus, on l'a tous vécu, ça pose des problèmes pour l'automobiliste qui est derrière, qui va recevoir de la neige en conduisant. Si on se fait pincer, qu'est-ce qu'on court comme risque ? Dans ce cadre-là, c'est une dénonciation au préfet, voire au procureur, et aussi une sanction administrative avec un retrait de permis à la clé d'1 mois. Et puis il y a toujours la fameuse question qui se pose, c'est celle des pneus d'été, d'hiver. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Est-ce que ce changement est obligatoire ou pas?
Alors, la pose de pneus d'hiver est vivement recommandée. Par contre, en cas d'accident, si le véhicule n'est pas équipé de bons pneus, c'est clair que ce sera aussi sanctionné. Et puis, dans un pays comme le nôtre, dans des régions comme le nôtre, que ce soit en plaine comme en montagne, il est indispensable d'avoir des bons pneus, c'est-à-dire des pneus d'hiver avec un profil suffisant, en bon état. Ça limite les risques et ça permet surtout une bonne mobilité sans perturber le trafic. On en profite pour rester au sein et au siège de la police cantonale vaudoise qui est en pleine période de recrutement. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour déposer et envoyer votre dossier de candidature. Bonjour monsieur. Bonjour. Gendarmerie vaudoise. Expliquez-nous d'abord pourquoi la police, c'est le plus beau métier du monde selon vous. C'est un métier passionnant, c'est un métier varié. Alors, c'est évident qu'il y a aussi des contraintes. On travaille la nuit, on travaille le week-end, les jours fériés. Mais en même temps, on a une diversité. On est surtout au contact et au service de la population. Il y a cette notion de proximité qui rend ce métier extrêmement intéressant et passionnant pour des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et là, vous faites pour l'occasion donc des soirées d'information et aussi le recrutement. Là, quelles sont les étapes ? Alors, il y a tout d'abord le dossier qu'on doit déposer. On peut le faire en téléchargeant le formulaire sur notre site policier.ch. Et puis sur la base de ce dossier, il y a une première sélection. Puis après, il y a des épreuves physiques, tests de français, tests psychotechniques, entretien de motivation, entretien avec psychologue, test médical. Donc il y a toute une série d'épreuves par lesquelles il faudra passer pour pouvoir arriver au bout du processus. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut se préparer. Il y a aussi des soirées pour se préparer au test physique, pouvoir le faire à blanc, ou pouvoir se préparer aussi au test de français. Là aussi, pour nous, le français reste quelque chose d'extrêmement important, puisque les rapports que le policier va devoir signer vont faire partie de la procédure, vont aller jusqu'au tribunal, et il est important que ces documents soient aussi rédigés correctement en bon français, sans faute d'orthographe. Et est-ce que vous avez justement des conseils pour passer ces tests de la manière la plus facile qu'il soit, même si on imagine que c'est parfois compliqué ? Alors, c'est important de venir à ces soirées d'information, de se renseigner, de discuter avec des jeunes policiers, ce qu'on appelle les policiers-recruteurs qui sont à disposition pour expliquer, puis d'aller surtout sur le site. Il y a beaucoup d'informations, on peut se préparer. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on arrivera au bout du processus pour embrasser ce métier. Permettez-moi l'expression, que fait la police justement ? Quels sont les différents métiers auxquels on peut accéder ? Alors on dit une profession sans métier, on a des spécialisations, on a des gens qui sont dans le domaine de la proximité, on a des plongeurs, on a des gens qui vont être engagés dans les hélicoptères, mais on a surtout aussi des gens qui sont en contact de la population, et ça c'est la base, qu'ils soient en civil ou en uniforme, c'est vraiment ce service à la population, ce contact avec le citoyen qui est important. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Noël terminé, le sapin retourne à la cave ou bien alors il faut s'en débarrasser et c'est un peu plus compliqué, même s'il existe bien entendu le traditionnel brûle-sapin. Nombreuses sont les communes qui organisent un grand feu de joie dans la région. Florent Cavalieri s'est rendu à Prangin. Ici, alors, nous avons les brûle-sapins, une manifestation traditionnelle qui se déroule dans la commune de Prangin, sur le site des Herbériaux, sur un emplacement qui est exprès prévu pour, où la population peut venir déposer son sapin de Noël après les rois, idéalement, de façon à ce qu'il soit brûlé pour éviter de trop en mettre dans la déchetterie. Et ils sont bien entendu accueillis avec un petit vin chaud, un petit truc à manger. La voirie et l'OPEP, c'est-à-dire l'Ordre des pompiers émérites de Prangin, organisent ça conjointement depuis plus de 10 ans maintenant. Pourquoi être venu amener son sapin ici aujourd'hui ? Juste par principe, la commune nous met à disposition une place pour les brûler, donc je crois que c'est la bonne chose. C'est le plus pratique et puis ça évite d'encombrer que ce soit les routes, les chemins ou quoi que ce soit. C'est un peu un lieu pour retrouver des copains aussi. J'allais dire, et en plus c'est la tradition. Super. Voilà, on dit bonne année à tous ceux qu'on n'a pas vus avant. Les premiers qui amènent les sapins, c'est souvent les messieurs. On a l'impression que tout le monde redevient un peu un enfant devant ces sapins qui vont brûler. Absolument. Et ça sera encore plus intéressant plus tard dans la soirée. La nuit tombante, les feux allumés, ça fait un feu de joie, il y a beaucoup d'ambiance. Et c'est aussi très instructif pour les enfants, ils voient le danger du feu. Les parents aussi, ils se rendent compte que mettre des bougies dans un sapin, dans un salon, ça fait quand même un grand risque pour eux.
D'habitude, on vous voit plutôt éteindre les feux que les allumer. Là, eh bien, il y a un côté pédagogique. C'est pas de la pédagogie en tant que telle, c'est plutôt un côté sécuritaire où nous voulons montrer aux gens le côté dangereux, mais aussi le côté sécurisant de la présence des pompiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.